Bon, merci Claire. Juste si je rappelle les règles du jeu, on s'était donné 20 minutes, hein, c'est ça, de présentation Ouais, d'accès environ, libre. ouais, ouais. Ok, ok. Donc du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de rappeler vite fait un peu mon parcours, même si c'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est pas mal parce que ça donne un peu un prisme quand même sur où j'en suis aujourd'hui. Et puis, quelque part, l'idée, c'est que vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez aussi, pas vous projeter par rapport à moi, mais aussi quelque part, j'essaierai d'aller sur des questions un peu génériques qu'on peut se poser quand j'étais étudiant. Alors, je commencerai peut-être par ça, parce que Claire elle disait qu'on avait passé un bout de temps ensemble. Moi, en fait, j'ai fait, souvent je dis que j'ai un peu une scoliose académique, parce que j'ai fait un bac ES, après j'ai fait des classes prépa littéraires, la licence de philo avec Claire à la Sorbonne, et à la suite, pour le coup, enfin, école de commerce avec une option développement durable. Alors, ça fait très, très différent, mais en gros, le propos, c'est que, pour faire très simple, moi, je faisais beaucoup d'activités en nature, et puis, voilà, franchement, j'ai vu des scènes de pollution où franchement, ça me gavait, quoi. Et je me disais, ben, attends, moi, je veux un peu protéger ce qui est important pour moi, c'est le plaisir que je prends dans la nature. Et donc, le côté prévention de la pollution, c'était important pour moi. C'est resté un peu la ligne rouge. Et donc, enfin, le fil rouge plutôt. Et donc, ce côté philo, c'était un peu, ben, j'avais 20 ans, je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, donc c'est le moment de se poser les bonnes questions. Et finalement, je me disais, bon, bah, voilà, en faisant école de management, développement durable, c'est le côté gestion de projet, en fait, avant tout. Il faut réussir à bien capter quand on veut amener un sujet, comment on gère des hommes, des finances, une organisation, voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu un peu ces méandres, on va dire, académiques. Mais le propos, c'était quand même de dire, voilà, on veut faire avancer Schmilblick d'un point de vue environnement, prévention de la pollution, atténuation des impacts sur le changement climatique. Et voilà, il faut faire avancer les choses. Moi, c'est toujours un peu une règle que j'ai en tête quand je fais mon boulot, c'est quel est l'impact que j'apporte un peu au quotidien, que ce soit à mon niveau, surtout auprès des entreprises que j'accompagne, puisque je suis consultant. Et donc, en soi, le consultant, c'est pas forcément celui qui aura le plus d'impact, parce que j'ai un PC et puis une carte SNCF, on va dire. Mais par contre, j'essaie d'aller chez des boîtes qui ont un vrai impact environnemental et sur lesquels on peut apporter souvent ce qu'on dit pour un consultant, il apporte de la méthodologie et du benchmark, c'est-à-dire qu'il essaie un peu de cadrer des projets d'amélioration en général, et du benchmark pour dire un peu à des boîtes, ben voilà, par rapport à ce que vous faites et ce qui se fait dans le secteur, en termes de meilleures pratiques disponibles ou de tendances, vous êtes un peu à cet endroit-là, histoire de les faire bouger, quoi. Donc, euh, donc voilà, un peu je pense un point important quand on est étudiant, c'est de se dire, ben, ouais, finalement, quelle est ma raison d'être, hein. C'est un peu ce qu'on demande de plus en plus aux entreprises, mais enfin, à quoi je sers ou à quoi j'ai envie de servir, si tant est qu'on soit des choses, mais qu'est-ce qu'on peut apporter en tout cas dans le Schmilblick pour se dire, voilà, je vois un peu de quoi ma journée a été faite, ou en tout cas à quoi j'ai pu servir. Donc en l'occurrence, moi, voilà, je me suis un peu centré sur la question d'environnement et de changement climatique, parce que c'est quand même le sujet un peu prégnant en ce moment. Et du coup, j'ai fait ça depuis allez, 2010, donc ça va faire, on va dire, 13 ans que je suis sur le marché. Et ce qui était intéressant quand j'en parlais un peu avec Claire, c'est que j'ai quand même vu pas mal la communication changer d'un point de vue environnement et vraiment se généraliser, mais aussi aller sur des thématiques qui sont assez différentes. Puisqu'on est sur le milieu éditorial, je ne sais pas si vous avez sans doute dû voir passer, mais enfin, moi je vois ça sur mes réseaux LinkedIn. Le livre le plus vendu, la BD la plus vendue, c'était Jean Covici il n'y a pas longtemps, là, sur les fêtes de fin d'année, ça a fait un carton. Et franchement, il n'y a même pas 5 ans, jamais quelqu'un aurait fait une BD sur le changement climatique et où un auditeur n'aurait pas forcément donné beaucoup de crédit à ce genre de projet, quoi. Donc là, c'est étonnant de dire, ben, putain, il y en a un qui a fait ça et bah, numéro un dans les tops de vente, quoi. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et ensuite, moi, pour le coup, c'était marrant aussi dans mes premiers emplois, je voyais encore des bibliothèques remplies de vieux bouquins ISO, management de l'environnement, etc. Maintenant, c'est fini, quoi. Il n'y a plus de tout d'édition papier. Vous avez que des livres blancs ou des solutions un peu type e-learning, mais jamais vous allez retrouver du papier dans ce qui tourne dans les entreprises de consulting, quoi. Donc voilà, c'est ça peut-être. Je ne sais pas si j'enfonce des portes ouvertes, mais en tout cas, dans mon quotidien, c'est un peu ce que j'ai pu voir sur les 10-13 ans à venir, quoi. Enfin, passer plutôt. Donc voilà. Et alors, je vous parlais un peu du type de communication qui avait pu bouger. Moi, quand j'ai commencé en 2010, on était encore un peu post-crise, crash boursier, la 2008. Donc c'était un petit peu naissant. Enfin, c'était pas vraiment. Tout le monde regardait un peu ses sous quand même. Et le côté environnement, ça parlait qu'à ceux qui écoutaient. C'est-à-dire, en gros, il y avait des boîtes qui étaient très bien disantes sur l'environnement, qui étaient un peu des précurseurs de la bio,
du commerce équitable, ce genre de choses. Alors, typiquement, moi j'étais chez Ecocert, donc c'est un peu le leader historique sur le bio. Et donc, on attirait un peu auprès de nous que des boîtes qui étaient ultra convaincues du sujet, alors des Biocoop, des Alter Eco, enfin voilà, des boîtes qui étaient déjà, en termes de bonnes pratiques, au top du top, en termes de pratiques commerciales, économiques, sociales et donc environnementales, donc beaucoup agroalimentaire. Et puis, quelque part, bon, voilà, c'était elles qui avançaient, qui avançaient un peu dans un terrain largement friche. Personne ne savait trop ce que c'était que les enjeux en termes d'impact. Enfin, bien sûr, alors le protocole de Kyoto, c'était 97, on en parle à un niveau international, mais franchement, c'était très, très lointain. Et, euh, et donc, je ne vais pas refaire l'historique sur les accords de Rio, le, euh, Rome, etc. Ça date d'il y a plus de 50 ans. C'est des archives qu'on retrouve maintenant, mais franchement, à l'époque, c'était voilà, très peu diffus dans l'information. Et donc, on voyait un peu le message très, je trouve, un peu gentillet de la petite gamine qui en sert comme ça à une planète en disant ouais, je protège l'environnement, je fais attention à elle, je suis une gentille personne, quoi. Voilà, il y avait un côté très, très ronflant, très, très bien disant, quoi. Et bon, progressivement, je pense il y a eu l'accord de Paris quand même en 2015. Ben, nous, en France, on a quand même vu ça d'assez près. Et il y a eu quand même une vraie étape en termes de communication au niveau international. Et donc, on est plutôt arrivé sur des discussions qui étaient bien moins gentilles, on va dire. C'était plutôt responsabilité. C'est-à-dire, ben, là, franchement, voilà, chacun a posé sa responsabilité sur le sujet. C'est pas juste soyez sympa, la planète a besoin de nous. C'est en fait, non, en fait, le problème, il est chez nous. C'est-à-dire que la planète, elle survivra largement à nous. Si on a je ne sais quel changement climatique, il y aura toujours des océans, il y aura toujours des montagnes, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Il y aura une résilience d'un point de vue biodiversité qui sera certes amochée, mais qui survivra. Là où, pour le coup, l'homme prendra un peu plus cher. Donc finalement, il y a eu ce recentrage un peu des impacts qui s'est quand même, je pense qu'il y a eu quand même un vrai poids. Et du coup, ça a été quand même assez vite transposé au niveau des entreprises, parce que moi, c'est vraiment mon contact, hein. Je suis quand même plutôt avec des entreprises privées qu'avec des collectivités, même si elles-mêmes elles ont leur part, mais c'est pas mon expérience, donc je n'en parlerai pas. Et donc, vous avez pas mal enfin, ouais, de présidents, de PDG, de directeurs qui se sont dit, en fait, moi, mon business, il va totalement changer dans 15 ans si je fais rien. Et puis, je suis un peu partie du problème, donc il faut que je fasse partie de la solution. Et donc, ils ont commencé un peu plus à avoir ce discours de responsabilité en disant, bah, voilà, il faut que je fasse quelque chose. Et de plus en plus, vous aviez les salariés en fait, qui disaient, bah, ce que je fais chez moi d'un point de vue perso, euh, j'ai envie de le voir aussi dans ma boîte. C'est-à-dire que je fais mon tri de mon côté, mais j'ai envie de le faire aussi dans ma boîte. J'ai pas envie d'être deux personnes différentes quand je suis pro ou particulier, quoi. Donc, il y a eu quand même ce côté un peu effet cascade, on va pas dire ruissellement, c'est pas vraiment le bon propos, mais il y a eu quand même voilà, un effet cascade dans les entreprises. Et il y a eu par ailleurs si je fais un peu plus le relais, ça se voit plus maintenant, avec des crises, avec le Covid et puis l'Ukraine, des enjeux un peu plus, on va dire, de souveraineté qui se sont ajoutés en fait à l'aspect écologique. C'est-à-dire qu'en gros, quand on parle de gaz à effet de serre et qu'on commence par le plus basique qui est l'énergie, enfin, si vous avez vu un peu Jean Covici, il va vous dire le CO2 c'est de l'énergie, puis après toute exploitation de l'énergie avec les esclaves, etc. Enfin, si on ne parle que de l'énergie, on arrive tout de suite sur des problèmes domestiques, c'est-à-dire, ben, vous voyez, en fait, les pays qui s'engagent le plus pour l'environnement, le changement climatique, c'est en gros les pays qui ont le moins de ressources fossiles à disposition. Et donc, ils vont être le plus impactés à très court terme, puisque ça va être des ressources qui seront beaucoup plus difficiles à obtenir, et donc une balance commerciale qui va être largement déficitaire. Donc, ils ont tout intérêt à s'occuper tout de suite du sujet. Bon, ça vous a pas échappé que la prochaine COP, elle est gérée par des pays qui sont largement producteurs de pétrole. Donc, on va se dire, bon, bah, finalement, quel est le ton qui va être donné dans ce genre de communication? Donc, bref, voilà. Donc, il y a eu ce côté un peu souveraineté qui s'est rajouté. Et on est bien loin de la petite fille qui enserre la planète. On est vraiment sur des enjeux très concrets de, de stabilité, on va dire, économique et, ouais, de résilience, en fait, à des questions comme ce qu'on a pu avoir dernièrement, que ce soit les canicules ou là, les guerres avec l'Ukraine, quoi. Donc, on est tout de suite sur des discours qui sont beaucoup plus terre à terre.
Et moi, en fait, aujourd'hui, dans mon quotidien, les boîtes à laquelle je parle, c'est plus du tout les boîtes qui étaient les Biocoop et voilà, les précurseurs un peu d'il y a 10 ans. C'est des boîtes, franchement, enfin, un peu comme on dit les Auvergnats, quoi, qui, en gros, juste, qui ont un raisonnement d'Auvergnat, c'est-à-dire, moi, tant que ça me coûte, je m'en moque, quoi. Je fais quelque chose où je m'y retrouve, quoi, d'un point de vue euro. Alors après, tout l'État s'est mis un peu à cheval là-dessus avec un rôle un peu incitatif, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'aides. Vous avez pu voir peut-être passer ça dans le Covid, où il y avait un vrai arrêt d'activité et on voulait absolument qu'il n'y ait pas un coup d'arrêt. Donc il y a une vraie machine, pour ceux que ça parle, il y a une vraie relance keynésienne de la part de l'État et avec voilà, de l'argent bien public qui a relancé un peu la machine économique et qui a été largement fléché sur des questions environnementales et changement climatique. Donc, et là, ça se retrouve encore aujourd'hui avec l'Ukraine, c'est-à-dire que tout ce qui peut être fléché vers la réduction du gaz, de l'utilisation du gaz, ben, c'est largement aidé financièrement. Donc, de fait, les entreprises, quand elles s'y retrouvent financièrement, elles font leurs calculs et disent, ben voilà, si je mets du photovoltaïque, si je change ma chaudière à gaz, au fioul, et que je mets une pompe à chaleur qui est électrique, et que j'ai le même résultat à la fin, ben franchement, ça me va très bien parce qu'au lieu d'avoir un investissement que je rentabilise sous 15 ans, je le rentabilise sous 8 ans, bon, ben, ça vaut le coup, quoi. Donc voilà, on est beaucoup plus sur des discours très 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 économiques et beaucoup plus pragmatiques, si j'ai vraiment une logique économique. Et en plus de ça, on a des vraies tensions sur le marché de l'emploi qui font que ben voilà, maintenant les salariés, enfin je veux dire les citoyens, attendent quand même que leur boîte de plus en plus fasse des choses sur l'environnement et donc ça fait un peu coup double. Donc voilà, si je reviens sur ces questions de communication, finalement, ce qu'on a vu, c'est le côté un peu les précurseurs, un peu quand on dit un peu, c'était un parcours un peu nice to have, c'est-à-dire c'est sympa d'avoir ce petit laïus environnement, c'est toujours un petit plus qui montre que on prend les devants, on est un peu au courant de ce qui se passe. Maintenant, ce discours un peu environnemental, c'est plus un nice to have, c'est un must-have, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucune boîte qui n'est pas censée avoir un discours sur l'environnement, qui n'est pas censée communiquer un minimum là-dessus, en tout cas enfin, avoir une responsabilité sur le sujet, c'est-à-dire voilà, responsabilité, c'est le mot réponse, hein, c'est n'importe qui doit avoir une réponse sur le sujet environnemental. Vous pouvez pas dire, ah bah tiens, merde, ça fuit, ma chaudière fuel fuit dans le petit ruisseau qui est à côté, je savais pas, bah non, 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 là, c'est toi qui gères et c'est toi qui es responsable, donc tu dois avoir un discours là-dessus, quoi. Donc c'est pas du tout le même discours. Et puis ensuite, en termes de médias, je vous disais, bon, bah, le côté livre, c'est un peu terminé, on a tout le milieu des réseaux sociaux qui a pris le relais. Et quelque chose qui est intéressant aussi, je trouve, J'ai rien compris. bon, ouais, j'ai une coupure. Non, pardon. Ok. Bon, désolé Nour, tu peux poser la question par écrit, pas de souci, si t'as pas compris. Il y a un mouvement aussi qui est un peu intéressant, c'est comme le côté ça s'est un peu démocratisé, puis il y a cette démarche un peu RSE qui prend le relais. Alors RSE, hein, responsabilité sociale d'entreprise, ce côté un peu diffus quand même dans les entreprises. Il y a un côté un peu nouveau en termes de com qui s'est mis en place. C'est un exemple, hein, mais je pense que ça vous parle peut-être la fresque du climat. C'est un peu des éléments de communication qui sont franchement en vrai développement, je trouve. Et pour ceux à qui ça parle pas, c'est vraiment un truc très pédagogique, c'est très change management, c'est-à-dire en gros, on a une problématique, on a un mouvement, enfin il y a un changement, une gestion de changement du changement qui est devant nous. Et en gros, bon, bah, faut que ce soit ultra pédagogique parce que si vous voulez embarquer tout le monde, il faut vraiment expliquer les tenants et les aboutissants. Et quand on est sur du changement climatique, bon, le rapport du GIEC, vous avez beau avoir des extracts qui sont déjà 100 pages plutôt que des 3000, ça reste quand même lourd à avaler. Il n'y a pas des traductions dans toutes les langues, et donc il faut qu'on puisse prémâcher un peu tout ça. Et donc, cette fresque du climat, je trouve ça assez étonnant parce qu'au début, je voyais ça d'un peu assez loin, le côté sensibilisation des collaborateurs, et franchement, il n'y a que des bons retours. Et donc, c'est en gros une sorte de carte un peu interactive, enfin très basique avec des cartes, hein, papier. C'est que de l'animation présentielle. Ça se faisait un peu en Zoom pendant le Covid, mais bon, c'était pas le mieux. Et pour le coup, les gens sont assez preneurs. Alors, une fois encore, on en parle à ceux qui écoutent, hein. Quand vous faites ça dans une boîte, vous avez peut-être 20% d'écoute ou 30%, mais en tout cas, ceux qui participent, il y a quand même un côté assez. C'est une vraie graine qui pousse, quoi. C'est-à-dire que la personne, elle a cherché un peu des réponses, elle a participé avec d'autres personnes qui étaient d'autres secteurs. Et c'est quand même quelque chose qui fait des petits, quoi. Donc, je pense à ça parce que quand on fait des formations, on a toujours le côté un peu évaluation à chaud et à froid. Et ça, pour le coup, dans les formations, enfin, fresque du climat, quand on fait un peu une évaluation à froid, c'est-à-dire quelques semaines, quelques mois après,
cet impact, il est quand même toujours là, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Alors après, j'aurais du mal à faire le lien avec le côté éditorial, hormis l'impression des petites cartes. Mais je trouve ça sympa parce qu'en fait, on voit que c'est aussi quelque chose qui se décline pas mal. Maintenant, il y a des fresques de la biodiversité, des fresques de l'entreprise responsable. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se déclinent. Et donc, je tenais à pointer le sujet. Je ne sais pas s'il y a un timekeeper, mais j'ai fait des calls enfin, des exercices en hippocane, Cannes, il fallait tenir le temps. Je crois que je suis pas trop loin. Ça J'ai pas va, regardé, en plus, je t'es pas m'appelle mal. Tissot, alors il faut que je tienne la montre. Mais bon, voilà, je me dis, je vais en rester là. Et puis quelque part, revenir s'il y a des questions plus spécifiques ou si, ben, Claire, peut-être en tant que gardienne du dialogue, tu veux repointer des zones d'ombre que j'ai pas trop creusées, quoi. Ouais, non, mais en tout cas, c'est très intéressant. C'est parfait, tu as tenu le temps. Et effectivement, ce que tu décris dans la modification de l'approche par rapport à l'écologie, le fait que ben, là, de toute façon, ils n'ont plus le choix d'un point de vue économique et qu'il va falloir qu'ils trouvent des solutions, ne serait-ce que pour savoir comment ils font pour dépenser moins d'électricité quand l'électricité devient beaucoup, beaucoup plus chère. Et ben, je pense que c'est très éclairant. On pourrait peut-être un peu regretter qu'ils ne se soient pas secoué les puces avant, mais c'est déjà ça, c'est déjà ça. Et la crise Euh, qu'on vient de vivre, qui l'aurait prédit, diraient certains. ouais, non, mais c'est sûr. Mais par contre, juste avoir un petit point, comme tu dis, c'est vrai que quand on regarde un peu les chiffres, quand même, suite à la crise ukrainienne et les prix de l'énergie qui a explosé, bon, c'est sûr que quand il y a un prix qui fait x5, x10, tout le monde tout d'un coup s'en préoccupe. Dans les charges des boîtes, ça devient tout de suite le top 1, là où c'était dans le top 10. Et même pour tout un chacun, quand on voit sa facture qui explose, le côté, bah, on agit un peu sous la contrainte, ça, on doit faire avec. Et malgré tout, c'est un peu anxiogène de se dire, putain, on avance que parce qu'on est forcé de faire ça, quoi. Ou on est acculé par les dettes et donc on est obligé de travailler là-dessus. Et donc il y a quand même aussi la volonté d'avoir un discours un peu incitatif. Et franchement, il y a plein de choses qui existent. Je pense que c'est un peu le discours de films comme Demain, qui essaie un peu de montrer les bonnes solutions et dire qu'il y a plein de choses sympas quand même qui sont à avoir. Il n'y a pas que, enfin, la sobriété heureuse. C'est aussi quelque chose qui n'est pas juste comment dire, à regarder avec un petit air sympa. Mm. Il y a des trucs qui sont oui, il y a l'incitatif, franchement, qui vaut le coup d'être regardé. Et bien souvent, ça lance aussi des bonnes initiatives qui sont aussi à regarder de près, quoi. Même si, une fois encore, ben, voilà, il y a une contrainte économique, il faut avancer. Mais en face, ça fait sortir des idées sympas, quoi, qui n'auraient pas émergé autrement, quoi, dans d'autres contextes. Eh ben, tu vois, ça va nous faire une super transition avec la présentation de Karl parce que moi, en fait, Karl, je l'ai entendu dans une conférence il y a un bon moment et on n'était pas du tout sur du coercitif, évidemment, parce qu'il ne pouvait pas me fouetter tout de suite. Mais quand je l'ai entendu parler de bah, design responsable, réfléchir un peu au poids que nos sites ont sur les serveurs, combien d'espace ça prend, quelle énergie ça prend, etc., etc. Ben, moi, ça a été très incitatif et c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer à la Bibliothèque nationale de France. Alors nous, on a des contraintes très particulières parce qu'on est un gros paquebot, mais néanmoins, le fait de l'entendre et de savoir que ça existe, c'est très important. Donc voilà, Karl, je vais te laisser en parler parce que tu en parleras beaucoup, Ouais. beaucoup mieux que moi.